J'attends que ça se mette en marche. Voilà. Salam alaikum. Kima قلت لكم alias Jacques Taest, ça veut dire que je vais me lancer, même sans préparation, parce qu'il faut terminer cette série. Et donc, nous sommes arrivés aux années 1870. Ce sont des années passionnantes. Vous savez, les années 1970 ont été passionnantes. Eh bien, un siècle avant, les années 1870 l'ont été tout autant. Donc la Tunisie des années 1870, c'est une Tunisie cosmopolite, avec des Grecs, des Crétois, des Siciliens, des Italiens, des Français. Ça, c'est la diversité des cultures méditerranéennes. Et chez les Beys, c'était encore les fameux janissaires qui venaient de Géorgie, d'Anatolie, de Berbères, de Marocains, comment expliquer tout ça, de Grèce, de Chypre. Et donc la population de la Tunisie, en tout cas de la régence de Tunis, dans les années 1870, était extrêmement cosmopolite. Et chez les Beys, en fait, on prenait toutes ces minorités, enfin toutes ces minorités, c'est pas des minorités, mais on prenait des gens qu'on élevait dans la haute cour. Et ces gens-là arrivaient parfois à de hautes fonctions, des hautes fonctions, c'est-à-dire qu'ils devenaient gouverneurs, ils devenaient généraux, ils devenaient vizirs, grands vizirs. Tel est le cas, par exemple, de gens comme Mustapha Hasnadar, qui est d'origine grecque, qui est devenu grand vizir, aussi de Khaireddin Bacha, qui était d'origine circassienne, de Zarrour, qui était d'origine crétoise, bon, j'ai plus les noms, mais plein de gens avaient une origine de Sardaigne, etc. Et tous ces gens-là, peu à peu, vont occuper des fonctions, et donc toute la cour bellicale était occupée par ces gens aux origines diverses, sans parler des populations, où l'on portait le patrimoine de l'histoire, une histoire de mélange, une histoire d'échange, de carrefour de culture. Mais tous ces gens-là, oui, autre chose. Nous avons un texte de l'intransigeant, je ne l'ai pas sous les yeux pour le lire, mais il parle de ce monde hétéroclite, de ce monde mélangé, de ce monde de Roustan, qui est écrit par Rochefort, qui était le rédacteur en chef du journal L'Intransigeant. L'Intransigeant était à l'époque le sorte de Canard enchaîné, ou alors du Mediapart d'aujourd'hui. Et donc, comme il devait ramasser un procès contre Roustan, qui les avait attaqués pour calomnie, et alors l'Intransigeant répondait, et dans ces textes extrêmement délicieux, il racontait comment ce monde nord-africain, ce monde de Roustan, était un monde de sang mêlé, de mélange. Malheureusement, mais le malheureusement n'appartient qu'à moi-même. Donc, vous pouvez l'évacuer. Toute cette population n'a pas été fondue dans l'assimilados des Portugais, ou du melting pot des Américains, ou du brassage des populations de la France. Tout ce monde a été purifié dans l'identité de la langue et de la religion. Jusqu'à pas très longtemps, jusqu'à très récemment même, on a fondu tout ce récit, toute cette richesse sociale, toute cette diversité de l'histoire, on l'a fondu dans une seule identité, une identité musulmane et arabe. Et je dois vous dire que ce n'est pas notre faute. C'est aussi la faute du cardinal Lavigerie, qui lui voulait faire une unité de l'Afrique du Nord, mais il a insisté autour du christianisme, et donc ce sont ces racines qui remontent aux croisades, aux conflits religieux. Et donc, si cardinal Lavigerie a agi de cette manière, eh bien les autres ont agi à l'équivalent, jusqu'à arriver à purifier cette culture, ce peuple tunisien, et au lieu de l'assimiler, de l'intégrer dans sa langue originelle, dans sa culture,
eh bien, on l'a intégré dans une langue à construire et dans une religion avec laquelle tout le monde n'est pas d'accord, même dans ces différentes... voilà. Donc la Tunisie des années 1870 est aussi dominée par des personnalités. Nous avons les personnalités de Khaznadar. Khaznadar a occupé les fonctions politiques depuis 1837. Donc il a vraiment tenu toutes les responsabilités de l'État. Et je trouve assez injuste quand même qu'on lui impose la seule responsabilité de cette dégradation, de cet endettement, etc. Et Mustafa Khaznadar a été perturbé par son beau-fils, voilà, son neveu, voilà, je ne sais pas quoi. Parce que Khaireddin était de sa famille. Et donc Khaireddin a dénoncé un peu toutes les manipulations, les malversations de son oncle ou de son beau-père, je ne sais plus exactement. Et en fait, on s'attaquait à une personne âgée, c'est aussi indigne. Hein. Attaquons-nous aux gens pendant qu'ils sont de leur vivant, quand ils ont leur pouvoir en main, et pas quand ils sont morts ou lorsqu'ils sont vieux. Hein. Donc c'est un peu ce que l'on fait souvent. Bref, cette histoire de Tunisie est basée sur de nombreuses richesses sociales. Alors j'avais dit que j'allais parler des personnages aujourd'hui. Donc il y a le personnage de Khaznadar, personnage dominant, le personnage de Khaireddin Bacha, c'est aussi un personnage très dominant. Le personnage du Bey Sadr. Le Bey Sadr, on dit beaucoup de mal de lui. On dit que ce fut un des plus mauvais Bey dans la gouvernance. Mais on dit ça sans avoir étudié le personnage. Et en fait, le personnage a traversé une époque très importante de 1860 à 1883 à peu près. Vous imaginez, donc c'est une période extrêmement riche dans la Tunisie. Et donc il a occupé de hautes fonctions. Bien sûr qu'il a eu des points négatifs, il a eu des points positifs. Et quand même, la décision qu'il prend à la fin, c'est quand même la décision d'un homme qui est expérimenté, qui est le produit d'une expérience historique. Donc on ne peut pas penser que cette décision qu'il prend en 1881 soit une décision prise à la légère. Il y a certainement une réflexion. Il n'y a pas assez d'écrit sur le personnage, mais les jugements sont très forts contre le personnage, contre Sadr Bey. Pourquoi a-t-il pris cette décision? Mais nous avons d'autres points de vue selon lesquels il a tout essayé pour développer ce pays. Il a tout fait, il a mis tout son poids et il a échoué. Et il s'est dit qu'en fin de compte, c'est peut-être mieux de mettre l'administration entre des mains étrangères. Peut-être qu'ils géreront mieux nos intérêts. Ça déplaît, ce langage déplaît. Mais il existe et il peut être rationnel dans la tête d'un individu de Mustafa Khaznadar, du Bey Sadr, parce qu'il dit en 1881, il dit, vous savez tout ce que j'ai fait pour le pays, et donc je sais ce qu'il y a de mieux à faire pour le pays. Donc ce sont des citations qu'il faut aussi savoir lire, il faut savoir les interpréter. Et voilà. Donc dans l'année 1878 est aussi une année très importante, c'est l'année aussi où meurt Khaznadar. Dans les personnages importants que je voulais citer, il y a aussi le personnage de Mustafa Ismail, Mustafa Ben Ismail, qui fut le ministre après Khaireddin Bacha. Donc après que Khaireddin était renversé, on a mis le mignon au pouvoir. Et quand on dit le mignon, c'est le mignon au sens exact du terme. Mustafa Ben Ismail était mignon. Il était charismatique, il était charmant. Il était tellement charmant, en fait, qu'il a captivé la femme du général Boulanger. Donc le fameux général Boulanger qui était revenu, on l'a évacué en France parce qu'il avait soulevé un événement populaire très important. Il a eu une très grande popularité. Et pour diminuer l'intérêt parce que c'était un mouvement populaire, pour diminuer cet intérêt populaire, on a expédié le général Boulanger à Tunis. Et à Tunis, nous avons le premier ministre qui était
en plein charme avec Madame Boulanger. Et donc, à la suite de cela, il y a eu une rupture entre elle et son mari. Et Mohamed Mustafa ibn Ismail c'est pour ça que je vous dis qu'il était mignon au sens exact du terme, il était égoïste, inculte, il venait de nulle part, à part qu'il avait de la beauté et du charme, c'est tout. Et donc, il s'entendait avec Madame Boulanger, il ne s'entendait pas avec Macchio, Rubetio Macchio, enfin, j'ai oublié son prénom. Et donc, il a donné toutes les faveurs au consul de France, qui était Théodore Roustan, aux dépens de Liturgio Macchio, qui était le consul de l'Italie. Alors, le consul italien, il était furieux, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le premier ministre de la Tunisie ne me donne aucune faveur? Il donne toutes les faveurs à la France et rien aux Italiens. Et donc, bah oui, donc la relation avec Madame Boulanger avait un intérêt. Alors, j'ouvre une autre parenthèse, le fameux général Boulanger, après son passage en Tunisie, après sa rupture avec sa femme, qui est allée avec le premier ministre tunisien, il s'est réfugié, où ça? En Belgique, à Ixelles, donc près de chez moi ici. Et il est mort en étant toujours amoureux, pas de sa femme, mais d'une autre femme. Et il est enterré au cimetière d'Ixelles, donc pas, pas, pas près de chez moi, là où j'habite. Donc voilà, vous voyez que cette histoire de Tunisie, elle est délicieuse. Elle est rigolote. Et je ne suis pas le premier à en rire, c'est pas vrai. On en a ri à l'époque, quand il y a eu l'indépendance, quand il y a eu la conquête de la Tunisie, parce que la conquête de la Tunisie, c'était quoi? C'était encore une foutaise. C'est que tout le monde voulait la Tunisie. Les Anglais se sont déchargés, les Belges voulaient bien la prendre si ça arrangeait tout le monde, les Français, pour eux, c'était naturel. Les Français estimaient que le souverain était comment dire, imprévisible. Et donc, il change trop souvent d'opinion. Aujourd'hui, nous avons les faveurs de la Tunisie, mais c'est pas acquis, parce qu'ils peuvent changer d'opinion très rapidement. Donc, ce sont des alliés qui ne sont pas stables. Et donc, les Français, depuis 1871, voulaient coloniser la Tunisie, mais ils attendaient la bonne opportunité et ils ne la trouvaient pas. Alors, quand est-ce que vient la bonne opportunité? Elle vient lorsque Moussali, Luigi Moussali, Madame Elias Moussali, informe Théodore Roustan, elle l'informe d'une prochaine conquête de la Tunisie par les Italiens. Ouh. Le gars, il est complètement perdu. Il se dit, il y a une opération militaire qui se prépare sur la Tunisie. Et effectivement, quelques mois avant, un des neveux du bey, le caïd Hussein, je ne sais plus quel était son titre exactement, avait été reçu sur le bateau italien, excusez-moi, j'ai oublié le nom du bateau, et qui était le plus grand bateau militaire à l'époque. Et on parlait de la reconquête de Rome sur Carthage. Et le souverain était d'accord qu'il fallait reconquérir Carthage, que Carthage était l'allié naturel. Donc il y a tout un discours poétique avec lequel le bey, enfin un des familiers du bey, était d'accord. Ce n'était pas le souverain essentiel, mais enfin quelqu'un qui était prétendu à la couronne, enfin au pouvoir. Et donc, à partir de ce moment-là, donc cette opération se précisait, et le français Théodore Roustan se dit aïe, 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 aïe. Les Italiens vont intervenir en Tunisie, il faut absolument que la France vienne, mais au nom de quoi? Donc il informe Jules Ferry, et Jules Ferry lui répond mais vous plaisantez, nous sommes en période électorale, vous pensez que je vais organiser une action politique, militaire en Tunisie alors que j'ai les élections dans quelques mois, mais c'est pas possible. Et puis Roustan insiste, le consul donc de France à Tunis, il lui dit c'est absolument urgent, si vous ne le faites pas, on va perdre la Tunisie. Et donc Jules Ferry se retrouve dans l'obligation d'intervenir. Et alors qu'est-ce qu'il faut inventer? Qu'est-ce qu'il faut trouver comme excuse? Alors l'excuse c'était quoi? C'était les Kroumirs. Alors c'est quoi cette histoire de Kroumirs? Les Kroumirs, ce sont des voleurs de vaches qui menaceraient la souveraineté française de l'Algérie sur les frontières parce qu'ils viennent voler quelques moutons ou quelques vaches en traversant les frontières. Et donc, de ce fait,
la sécurité française est en danger, et Jules Ferry demande à l'Assemblée nationale ou au Parlement français, il demande une intervention d'urgence avec un financement, etc. Et donc, on organise une opération financière, bien sûr, c'est une question de sécurité, donc c'est tellement essentiel. Et alors, cette opération ne veut pas trop confronter la Tunisie, donc elle remonte depuis le sud, et progressivement, elle remonte jusqu'à Tunis, en essayant de ne pas trop perturber, en essayant de ne pas faire trop de bruit, et on arrive devant le palais du Bey Sadr, et on lui dit, voilà, c'est bien simple. C'est soit vous signez cet accord de protectorat, soit on vous dégage. Il n'y a pas à discuter. Donc, Sadr, finalement, consulte ses conseillers. Certains de ses conseillers sont des accords. Et lui, finalement, il donne son accord en disant que oui, c'est ce qui peut arriver de mieux à la Tunisie. Et il signe l'accord de protectorat. Je signale, entre parenthèses, que ce mot de protectorat est nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire protectorat? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était pas une colonie, c'était une protection. Et donc, tous les principaux pouvoirs d'État, de sécurité, de relations étrangères, etc., étaient donc soumises au contrôle ou à la protection de l'État français. Donc, cette convention, ce traité du protectorat, va être associé en 1883 par une convention de la Marsa qui va préciser les conditions de ce protectorat. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est, la question que je posais, est-ce que Elias Moussali a contribué à cette colonisation? Alors, Madame Elias Moussali, vraiment, est une femme, on devrait la... Vous savez, le récit de l'histoire, il est passionnant, il est plaisant, c'est du plaisir, c'est de l'histoire. Eh bien, son récit devrait être connu. Je vous disais, c'est pas la Pompadour ou la Marquise ou la Roxelane du sultan de Soliman le Magnifique. C'est autre chose. C'est une belle femme qui a épaté le tout Paris. Le tout Paris était à ses pieds. Le Ferdinand de Lesseps a dit, cette femme a gardé toute sa beauté à l'âge de 40 ans. Elle était non seulement belle, charmante, mais elle accueillait tout le politique de Tunis dans les années 1870. Et donc elle avait un salon, et même si elle était d'origine italienne, elle pratiquait le français, contrairement à ses frères qui, eux, étaient italiens. Les frères soutenaient plutôt la présence française. Et elle était plus francophone, et elle accueillait tous les gens du Bey. Bon, son mari c'est Elias Moussali, donc elle a pris le nom de son mari, qui lui-même était un janissaire, peut-être d'origine grecque, je crois. Mais bon, peu importe, tous ces gens étaient musulmans, mais avaient des origines diverses et servaient le bey. Et donc, elle, en épousant le général Elias Moussali, elle a pu avoir accès à toutes les confidentialités, les contacts avec les consuls, avec Liculcio Macchio, avec Théodore Roustan. Je vous ai parlé du fameux duel entre ces deux personnages, un duel, vous savez, ils s'affrontent sur les différents champs de la diplomatie internationale, c'est passionnant. Encore une fois, je vous invite à lire le livre, mais bon, il n'y a pas, il y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup d'auditeurs, il n'y a pas beaucoup de lecteurs, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je fais ça pour la connaissance de l'histoire. Il y a des critiques, par contre. Hein. Les critiques faciles, les langues fourchues, comme disent les Apaches, elles existent et elles ne font que me conforter parce qu'on me reproche de parler tunisien. Ah ben, si ça vous plaît pas, ben, je parle français, quoi. Voilà, c'est tout simple. Hein. Et si mon tunisien n'est pas assez arabe, ben, tant pis pour vous. J'aurais voulu parler une mixture, mais bon, je garde quand même mon âme tunisienne. Bon, allez, il faut pas que je m'éparpille. Où j'en étais à Madame Moussali. Madame Moussali est une femme qui mérite une page à elle seule. Donc les fameux personnages, je parlais de Mohamed Ismail. Oui, je devais vous parler de Sadr, de Bey Sadr. On n'a pas assez dit sur lui, mais on le critique beaucoup trop facilement. Qu'est-ce qu'il y a encore comme personnage Voilà. Bon, je pense que j'ai un peu fait le tour.
1881, la Tunisie tombe comme un fruit qui est mûr. Et qui est-ce qui est en colère contre cette colonisation de la Tunisie? Les Ottomans. Les Ottomans essayent d'organiser des émeutes, une opposition surtout à Sfax contre la nouvelle conquête française de la Tunisie. Les Italiens sont très mécontents, mais surtout les Français. Les Français, ils ont beaucoup rigolé de cette affaire tunisienne. Ça a fait, il y a un auteur français qui a parlé de cette conquête de Tunis. Oh, j'ai oublié son nom, pourtant il est très important, il a écrit un livre très très important. Bon, ça me reviendra plus tard. Il y a aussi l'intransigeant Rochefort, qui était donc le rédacteur en chef, et qui va... Il y a toute une opposition contre Roustan, et parce qu'il avait écrit dans le journal Intransigeant, c'est une sorte de business où on a racheté la dette tunisienne à pas cher pour la revendre. En fait, c'est une magouille financière. Et donc, on accusait Roustan, on accusait enfin, bon, écoutez, je vous invite à lire. Hein, je vous invite à lire. Dans l'écrit, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas grave. Donc, peu importe. Il y a eu un débat politique à l'Assemblée nationale en France, dans les journaux. Et quand Théodore Roustan s'est senti affecté dans son honneur, dans sa dignité, il a cru saisir les tribunaux. Et là encore, à partir des tribunaux, on a fait un débat public, un débat social où tout le monde était au courant et on a parlé. Et en fait, c'était la plus mauvaise manière d'étouffer la question et de se taire. Hassilo, la colonisation tunisienne a fait rire beaucoup de gens en France. Les Turcs ont commencé à s'y opposer. Et puis à un moment, ils se sont dit, bon, ça valait pas la peine de brasser le fer, ou je sais pas comment dire, avec une puissance industrielle. Et donc l'Empire ottoman se retire. À Sfax, l'opposition s'apaise. Et la prochaine fois, je vous parlerai de Djerba, qui a eu une attitude différente par rapport à la colonisation française. Voilà. J'ai certainement oublié beaucoup de choses. Je vous dis à la prochaine fois. J'ai atteint déjà 22 minutes. Allez, la prochaine fois, je vais vous parler peut-être de Djerba et de la colonisation française, de ses influences. Et puis, on peut faire beaucoup de pages hein, sur la Tunisie. Hein. On pourrait faire beaucoup de pages sur la Tunisie du 19e siècle. Et voilà. Allez. Ciao, 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 ciao.